Une journée noire avec ce raid, le plus important depuis le début de la guerre. Plusieurs villes ont été touchées, Jérusalem, Tel Aviv. Et on va retrouver dans un instant Bethsabée Salem, notre correspondante. Bonjour Bethsabée, merci beaucoup. Vous êtes à Tel Aviv. Nombreuses réactions et notamment des plus grandes figures du gouvernement qui appellent à frapper fort et punir l'Iran. Et il y a un homme, Bethsabée, depuis quelques heures, qui est directement dans le viseur d'Israël. C'est Ali Khamenei, le guide suprême iranien. Oui, effectivement, depuis qu'il y a eu cette frappe qui a touché donc cet hôpital Soroka, grand hôpital du sud d'Israël, le principal hôpital, le seul hôpital de la grande ville de Beersheva au sud d'Israël, eh bien les déclarations, les réactions au sein du gouvernement se sont succédées, et notamment Benjamin Netanyahou qui a réagi avec virulence, promettant que Téhéran paierait le prix fort pour avoir visé Soroka. Le ministre de la Défense qui a traité Khamenei de dictateur lâche et promet d'attaquer des cibles du régime. Le ministre de la Défense qui, il y a quelques minutes, est monté d'un ton encore, puisqu'il promet, il menace de éliminer Ali Khamenei, le guide suprême iranien. C'est la première fois qu'il formule clairement, en tout cas, ces menaces. C'est ce que soulignent d'ailleurs les médias ici. Il faut dire que le pays ce matin a été effectivement choqué par 2 salves de missiles, 30 missiles à peu près en tout, qui ont visé le centre du pays, notamment la ville, la région de Tel Aviv où je me trouve, où on a entendu de très très fortes détonations, et donc cet hôpital du Sud. Alors les gardiens de la révolution et les médias en Iran affirment que si l'Iran a visé cet hôpital, c'est parce qu'il y a en fait une base, un centre de commandement de l'armée juste à côté, un centre important. Alors il y a des bases dans le sud d'Israël, mais il n'y a pas de centre stratégique près de l'hôpital, c'est une chose. Et ensuite ils disent aussi dans les médias iraniens, eh bien que dans cet hôpital a été visé puisqu'il y a les soldats de Tsahal qui sont effectivement traités. Alors c'est vrai que les soldats de Tsahal, quand ils sont blessés, sont emmenés en hélicoptère à Soroka, qui est l'hôpital le plus proche. Merci beaucoup Bethsabée Salem pour toutes ces précisions. Michel Fayad, c'est une humiliation pour Israël. Il y a moins de 24 heures, on était encore ensemble sur ce plateau. Ali Khamenei indiquait très clairement ce qui allait se passer. Il disait la guerre commence. Moins de 24 heures après, il y a ce raid massif. C'est peut-être pour ça également que les réactions du gouvernement israélien sont aussi violentes que ça. Je pense pas que c'est une humiliation. Honnêtement, c'était prévisible. Je veux dire, le dôme de fer n'est pas 100% protecteur pour Israël. Il y a forcément un pourcentage qui va laisser faire, enfin je veux dire qui va laisser passer certains missiles, et que ces missiles vont frapper Israël. Mais les Israéliens se pensaient quand même protégés. Oui, mais en fait, aussi, l'opinion publique compte. Vous avez parfaitement raison. Mais en réalité, ce dôme de fer, il a été fait à la base pour faire face au Hezbollah, au Hamas, au djihad islamique, et voire aux Houthis. Et même ça marchait à 97%. Mais là, par rapport à des missiles, voire des missiles balistiques envoyés par l'Iran, c'est une autre paire de manches. Donc effectivement, il y a eu cette frappe qui a atteint cet hôpital aujourd'hui, et il y en aura d'autres. C'est-à-dire qu'Israël doit se préparer à connaître cela maintenant régulièrement. Vous savez, quand vous lisez les rapports de renseignement américains, c'est très intéressant de comment les Iraniens, donc de la République islamique, sont surnommés. Ils sont surnommés les fourmis. Fourmis, c'est-à-dire, vous savez, ils marchent très lentement, et même quand vous les tapez, ils se refont. Et en fait, c'est vraiment ça. Tout à l'heure, vous le disiez vous-même, c'est-à-dire que les frappes sont en train d'aller doucement, doucement, et puis elles sont en train d'augmenter, et ça se passe comme ça. Et les Iraniens, enfin, je parle de la République islamique, a vraiment cette stratégie. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui va malheureusement se reproduire demain, après-demain. Magali, les réactions sont, on le disait, et Bethsabée nous l'a dit, très très violentes. C'est-à-dire qu'après ce qui s'est passé, après cette journée noire qui n'est pas finie encore, il va y avoir une réplique, un séisme peut-être d'Israël. Comment l'État hébreu peut répondre ? En tous les cas, l'émotion est énorme parce que l'État hébreu avait justement essayé de relâcher les restrictions au déplacement de la population civile hier après-midi, pensant manifestement
que le plus dur était peut-être passé. C'est pour ça aussi qu'il y a cet effet de sidération ce matin, parce qu'on voit qu'en fait l'Iran a des moyens, même s'il n'y a pas de blessés dans ces frappes sur cet hôpital, mais a encore des moyens de il y en a en revanche dans d'autres villes. Il y en a dans d'autres villes. On l'a dit, et Jérusalem. s'il n'y a pas de blessés dans cet hôpital, c'est que hier soir, la décision a été quand même prise de descendre les blessés manifestement dans les sous-sols des hôpitaux qui auraient pu être frappés aujourd'hui. Donc il y a un effet de sidération, ce qui fait qu'évidemment il y a une escalade verbale de la part des autorités israéliennes qui, depuis aujourd'hui, on les entend, le ministre de la Défense, Benjamin Netanyahou, on a vu le président... Il dit que le guide suprême de la révolution ne devrait pas ou ne devrait plus exister. On entendait ces menaces directement peser sur Khamenei, mais là, c'est vrai qu'on monte d'un cran. Il ne doit pas avoir le droit d'exister. On sent qu'en effet, Israël va devoir encore monter en puissance aussi, peut-être, face à cette escalade iranienne également. Je vous laisse la parole dans un instant, Général. Je voudrais qu'on retrouve l'une de nos équipes sur le terrain, Thomas Misraki et Thibaut Bruck, à côté justement de cet hôpital qui a été touché ce matin de Soroka à Beersheva. Et on parlera d'ailleurs des failles du système de défense israélienne. Thomas, cet hôpital n'a pas été frappé par hasard. Il a une histoire, bien évidemment, et cette histoire continue. Évidemment, cet hôpital, il veut dire beaucoup de choses pour beaucoup d'Israéliens. Vous le savez, il y a des soldats qui ont été soignés ici, aussi des victimes du 7 octobre. Gaza se trouve pas très loin de là où nous nous trouvons et de très nombreux blessés ont été amenés ici directement. C'est un immense centre hospitalier et l'Iran, c'est officiel désormais, a considéré que c'était une cible militaire, d'où le résultat que va vous montrer Thibaut Bruck ici, ce missile qui est allé frapper le haut de cet hôpital, le dernier étage, là où se trouvait notamment un service de chirurgie. L'immeuble a été en partie pulvérisé. Les immeubles autour ont été également soufflés par la puissance de cette explosion. Un porte-parole de l'armée israélienne nous disait qu'il imaginait que la puissance de l'explosif était d'environ 1 tonne. Dans ce missile, tout autour a été détruit et vous le voyez. Alors on va vous montrer ça avec Thibaut. On était les premiers ici ce matin et on a pu vous faire vivre en direct évidemment tout ce qui s'est passé. Là, le périmètre est en train d'être complètement bouclé parce que les responsables de l'armée et de l'hôpital vont prendre la parole dans les minutes qui viennent. Un pupitre va être installé pour s'adresser aux journalistes. Ici, ce qui se passe, c'est très sérieux. Vous savez, c'est un symbole, cet hôpital, pour les Israéliens. Et on prend cette attaque menée par l'Iran ici et sur les 2 autres sites du jour très au sérieux. Vous avez entendu la réaction du ministre de la Défense, Israël Katz, qui promet une riposte sévère à l'Iran. Et ici, évidemment, tout le monde est stupéfait. Les médecins à qui on a pu parler ce matin nous disent tous la même chose. D'abord, qu'ils n'avaient jamais connu de frappe aussi violente et qu'ils étaient complètement choqués qu'un hôpital ait pu être frappé par les Iraniens. Pas de victimes ici, pas de blessés, des gens choqués évidemment. 250 patients ont été évacués vers d'autres hôpitaux. Merci beaucoup Thomas, merci Thibaut. On suivra cette prise de parole, le président Herzog qui se rendra sur place. Merci Laura de nous avoir rejoints. On va parler de cette stratégie de l'Iran et des réserves qui s'épuisent du côté d'Israël. Juste Guillaume Oda, une toute petite précision parce que vous venez de nous le dire pendant que Thomas avait la parole sur l'existence à quelques kilomètres de cet hôpital d'un centre stratégique. Oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a l'aspect psychologique. Taper un hôpital, ça fait des dégâts et ça fait des dégâts civils. Mais à 25 km au sud-est de Beersheva, donc on est dans le centre-sud d'Israël, se trouve la centrale nucléaire de Dimona qui concentre le cœur des installations et de la stratégie nucléaire israélienne. Et moi, j'interprète cette frappe évidemment sur un hôpital qui peut poser des dégâts, mais comme une manœuvre de signalement des Iraniens qui disent aux Israéliens attention. Nous aussi, on sait. Nous aussi, on sait où vous êtes, on sait où sont vos centrales et on peut les taper. Laura, merci de nous avoir rejoints. On va faire le point sur une guerre qui épuise d'un côté comme de l'autre, mais peut-être surtout Israël. Selon certains experts, on en parlait tout à l'heure, le rythme actuel imposé à l'État hébreu peut lui faire tenir encore 10 à 12 jours avec ses réserves. On l'a vu et c'est un choc pour les Israéliens. Le fameux dôme de fer, le bouclier censé protéger Israël des tirs de missiles à des failles. Il semblerait, Laura, que ce soit même une stratégie opérée par Téhéran. Oui, elle pourrait s'épuiser, la défense antiaérienne israélienne, d'ici 10 à 12 jours. Ce chiffre est tiré de rapports des services de renseignement américains et israéliens cités par le Washington Post.
Sans réapprovisionnement des États-Unis ni engagement accru des forces américaines, certaines évaluations prévoient qu'Israël pourrait maintenir sa défense antimissile pendant 10 ou 12 jours supplémentaires si l'Iran maintient un rythme d'attaque soutenu, écrit précisément le journal américain. Encore plus direct, ce commentaire d'une de ses sources, ils devront sélectionner ceux qu'ils souhaitent intercepter. Selon cette source, cette sélection pourrait devoir débuter dès la fin de la semaine. Israël évalue encore récemment son taux d'interception à 90%. Mais depuis quelques jours, on remarque que des missiles non interceptés parviennent à causer de grands dommages. Nous l'avons vu ce matin à l'hôpital de Beersheva. Il y a d'autres exemples. Mardi, la défense antiaérienne a échoué à intercepter 4 missiles qui se sont approchés du quartier du Mossad, au nord de Tel Aviv. Aucun d'entre eux n'a touché le QG, mais l'un d'eux a atterri à l'intérieur du camp Moshe Dayan, que vous voyez ici, un site voisin qui abrite d'autres unités de renseignement. Un incendie a été provoqué. Dimanche à l'aube, ce sont des immeubles résidentiels qui ont été touchés à Bat Yam, une banlieue de Tel Aviv. Vous voyez ici les images des dégâts. Au moins 9 personnes ont péri rien que dans cette attaque. Les systèmes ne sont pas infaillibles, avait alors reconnu l'armée elle-même. Sait-on ce qui manque aujourd'hui à Israël et à son armée pour assurer une sécurité ? Cette fois, c'est le Wall Street Journal qui nous renseigne. Selon ces informations, Israël manque cruellement d'intercepteurs de défense Arrow. Les Arrow constituent la dernière couche de la défense antiaérienne israélienne. Ils ont pour mission d'arrêter les missiles balistiques longue portée et le font alors que ces missiles sont encore dans l'espace. Ils sont donc bien plus rares et coûteux que les intercepteurs de la Fronde de David, efficaces contre les missiles balistiques courte et moyenne portée et ceux du Dôme de Fer, agissant contre les roquettes et les obus du Hamas. Mais chaque missile Arrow coûte environ, regardez, 3,5 millions de dollars. Et chaque nuit, selon des estimations, Israël dépensera environ 285 millions de dollars pour assurer sa défense antiaérienne. Merci beaucoup, Laura. Précieuse précision générale. Et ça, Téhéran le sait. Très bon briefing. Téhéran compte dessus. C'est un beau briefing de Laura Pouget. Comme d'habitude. Que peuvent faire les Américains ? Ils ont déjà déployé, et ça a été assez discret, un système qui s'appelle THAAD. C'est des systèmes d'interception. C'est pratiquement ce que les Américains ont de mieux, mais ils en ont peu. Ils en ont déjà déployé en Asie du Sud-Est, ils en ont moins d'une dizaine. Donc, ça va être difficile. Des patriotes, rapprocher la flotte américaine pour aider à consolider en quelque sorte le bouclier, ça je pense que ça va être une des premières tâches. Le troisième porte-avions qui vient de se lier à l'Armada peut aussi faire office de bouclier ? Oui, alors peut-être pas le porte-avions lui-même parce qu'il n'est pas spécialisé là-dedans, mais des frégates avec une défense antimissile. Et deuxième partie de l'équation, c'est la partie offensive. C'est-à-dire que ça condamne Israël à accélérer ses frappes offensives, réactives, sur les sites de lancement. Israël n'a pas le choix. Et pour le faire, il faut le soutien des Américains, ne serait-ce que pour des moyens de soutien comme le ravitailleur en vol. Les Israéliens n'ont pas suffisamment de ravitailleurs en vol pour tenir le rythme. Et encore faut-il voir si l'armée de l'air israélienne peut continuer à ce rythme-là très longtemps. Et c'est là aussi que les Américains rentrent en jeu, parce qu'ils ont les pièces détachées, parce qu'ils ont les armements qui vont bien. Mais ça veut dire que le travail de coopération entre les Israéliens et les Américains est plus important que jamais. Les Israéliens ont dit ce matin que les missiles étaient partis de beaucoup plus loin. Oui. Donc de bases qui n'auraient pas encore été frappées. Quand je disais, est-ce que les Iraniens le savent, c'est-à-dire qu'ils connaissent les stocks, ils connaissent leur ennemi, et ils se disent c'est la bonne stratégie, on use, on a commencé par des drones, et maintenant ce sont des missiles, et Israël va s'épuiser. Israël va s'épuiser. Ce sont des gens qui, de toute façon, suivent également dans le champ informationnel la manière dont la guerre se déroule. Et il est vraisemblable, encore une fois, c'est un pays qui a résisté à une guerre qui a duré 8 ans, produit 1 million de morts, la guerre Iran-Irak entre 80 et 88. Et le régime n'est pas tombé. Pourtant, il a pris des coups, et très très sévères. L'objectif iranien, et qui semble se dessiner, c'est de réserver ses coups, de préserver ses munitions, de tirer de plus en plus loin. 2500 km, les Israéliens ont frappé un aéroport qui s'appelle l'aéroport de Mashhad. Donc potentiellement, ça veut dire que les avions doivent aller de plus en plus loin. Donc être de plus en plus vulnérables. Plus vulnérables, mais ils ont la maîtrise totale du ciel iranien. Donc de ce point de vue, ils n'ont pas de difficulté à opérer. Ceci dit, les munitions s'épuisent. Et encore une fois, l'idée, je pense, et ça commence à s'écrire,
c'est de s'inscrire dans le temps long. Et les Iraniens, encore une fois, ont démontré par le passé leur capacité à résister. Magali, j'en reviens à cette allocution qu'on attendait hier d'Ali Khamenei, du guide suprême. Quand hier midi, la guerre commence. Oui, elle commence pour les Iraniens, c'est maintenant. Ouais, il dit la bataille commence et on vous réserve des surprises. Le ton, en effet, il y avait cette menace dans cette allocution. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui le résultat. Les Israéliens disent qu'ils ont détruit, je crois que le dernier chiffre, c'était 30 ou 40% des lanceurs iraniens. Le général est sceptique. Et alors, c'était la déclaration. Le problème, c'est de bonne guerre, si je puis dire. Voilà. Est-ce qu'ils en ont d'autres? Est-ce qu'ils les ont déplacés justement plus à l'est? Parce qu'on voit bien que dans les premiers jours, les frappes israéliennes se sont concentrées quand même sur l'ouest, plus atteignable pour eux, évidemment, de l'Iran, où ils ont frappé les défenses aériennes, anti-aériennes iraniennes, justement pour avoir ce ciel plus dégagé, les rampes de lancement de missiles. Mais qui nous dit que les Iraniens n'ont pas mis, en effet, plus loin, les ont déplacés. C'est tout cet enjeu aussi. Pour les Américains, vraiment, encore une fois, ce moment de vérité, il approche, parce qu'il y a un moment... Il va falloir aider. Il va falloir aider ou pas, mais si vraiment les stocks s'épuisent, les Américains ne pourront pas laisser les Israéliens sans défense, sans la protection de leur ciel. L'un des porte-parole de l'armée israélienne ce matin sur notre antenne disait c'est encore une opération bleu-blanc. C'est 100%. Oui, et ça, c'est très important. Israël, ça c'est important. Mais bientôt, il y aura une bannière, peut-être une obligation, parce que il va falloir rentrer dans une course contre la montre avec l'Iran. C'est-à-dire, il faudra détruire très rapidement, sinon, sur la durée, ça va être compliqué pour Israël, c'est ça ? Oui, mais en tout cas, moi, l'opération Bleu-Blanc, j'y crois pas complètement, dans le sens que les armes utilisées par les Israéliens sont des armes américaines. Il y a énormément d'avions israéliens qui ne partent pas d'Israël, mais qui partent des bases britanniques à Chypre. Donc forcément, non seulement les Britanniques et les Américains, mais du coup aussi les Britanniques sont dans le coup, sont en train de coopérer avec les Israéliens pour frapper. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire opération bleu-blanc? C'est-à-dire que les États-Unis eux-mêmes ne participent pas avec des avions. Oui, ils ne participent pas aujourd'hui avec des avions. Frappe offensive. C'est ça. Mais par contre, pour tout le reste, ils sont bien là. Juste pour vous dire, en novembre dernier, Netanyahou faisait le cessez-le-feu au Liban parce qu'il est passé à la télévision en disant « Je fais le cessez-le-feu parce que j'ai plus les munitions pour continuer ». Et là, d'un coup, il a les munitions pour aller taper, pas le Hezbollah, mais taper l'Iran qui est beaucoup plus important, beaucoup plus fort. Ce qui est frappant, Christophe, c'est quand on discute avec des diplomates israéliens de très haut rang, ils nous disent si on est entré sur ce théâtre, c'est parce que nous avions la possibilité d'agir seuls, sans le soutien des Américains, à qui, pour le moment, nous n'avons pas demandé leur fameuse bombe, le bunker buster, qui est capable de détruire la centrale de Fordo, vous savez, qui est enfuie. Et ils nous disent, ces diplomates de haut rang, nos résultats ne seront obtenus que par la voie militaire, à l'exclusion de la voie diplomatique. Donc, ils ont un plan très clair, ils iront au bout avec, disent-ils, ou sans les Américains.